Donald Trump veut rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Et il espère le faire dès cette année. Une annonce surprenante, alors que les tensions entre les deux Corées sont à leur comble. Mais cette rencontre est-elle vraiment possible? Et surtout, quel serait l'objectif de Donald Trump? Salut, c'est François. J'espère que vous allez bien. C'est notre sujet principal du jour. Depuis plusieurs décennies, les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord sont marquées par une alternance de tensions extrêmes et de rares tentatives de dialogue. L'annonce récente de Donald Trump, exprimant son souhait de rencontrer Kim Jong-un dès cette année, relance un débat diplomatique sensible. Cette perspective a surpris de nombreux observateurs, notamment parce que le climat dans la péninsule coréenne est aujourd'hui tendu, avec des menaces militaires répétées de Pyongyang et une inquiétude croissante de Séoul. La déclaration a été faite à la Maison-Blanche lors d'une rencontre officielle avec Lee Jae-myung, le nouveau président sud-coréen. Officiellement, la réunion avait pour but de discuter de deux dossiers, les relations commerciales bilatérales et la sécurité régionale. Mais en réalité, la question nord-coréenne a occupé une place centrale. Sur le plan économique, les deux dirigeants ont confirmé un accord qui prévoit que Séoul investira 350 milliards de dollars aux États-Unis. En échange, Donald Trump a accepté de réduire les droits de douane sur certains produits sud-coréens, passant de 25% à 15%. Ce compromis est présenté comme une victoire pour Trump, qui peut montrer qu'il attire des investissements massifs, tout en protégeant partiellement l'industrie américaine. Mais au-delà du commerce, le véritable enjeu de la rencontre est sécuritaire. La péninsule coréenne reste l'un des foyers de tension les plus dangereux du monde et l'idée d'un dialogue direct entre Trump et Kim Jong-un a été accueillie avec étonnamment beaucoup d'enthousiasme par le président sud-coréen. Lee Jae-myung a publiquement multiplié les éloges envers Donald Trump, le présentant comme un dirigeant capable d'accomplir ce qu'aucun autre chef d'État n'aurait pu réaliser. Cette stratégie d'éloge répond à plusieurs calculs politiques. Désamorcer les critiques. En flattant Trump, Séoul cherche à éviter que celui-ci insiste trop sur des sujets délicats, comme la question des bases militaires américaines en Corée du Sud. Renforcer la sécurité interne. Lee Jae-myung espère que, grâce à Washington, le climat de tension avec le Nord puisse apaiser, au moins temporairement. Rester inclus dans le processus diplomatique. Si Washington et Pyongyang venaient à relancer des négociations, la Corée du Sud veut absolument en faire partie et ne pas être mise à l'écart. En somme, cette rencontre potentielle n'est pas seulement une affaire entre Trump et Kim Jong-un, elle reflète une triangulation diplomatique où Séoul tente de jouer habilement ses cartes. La question demeure, cette rencontre est-elle possible? L'histoire des relations entre Washington et Pyongyang montre que tout reste incertain. Mais pour Trump, un tel sommet aurait une double utilité, renforcer son image de leader capable d'apaiser les conflits mondiaux et répondre aux attentes d'une partie de son électorat qui valorise son approche directe et spectaculaire de la diplomatie. L'idée d'une rencontre Trump-Kim Jong-un ne peut être comprise qu'en tenant compte du contexte historique et militaire uni de la péninsule coréenne. Depuis la guerre de Corée, 1950 à 1953, aucun traité de paix n'a été signé. Techniquement, les deux pays restent en guerre, séparés par une zone démilitarisée qui est aujourd'hui l'une des frontières les plus militarisées au monde. Depuis 2024, Pyongyang a accéléré le rythme de ses essais de missiles balistiques. Chaque lancement est perçu comme une provocation par Séoul et Washington. Les déclarations officielles nord-coréennes désignent régulièrement la Corée du Sud comme ennemi principal, ce qui entretient une atmosphère de confrontation permanente. Dans ce contexte, les États-Unis occupent une place centrale. Près de 28 500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud au titre d'un accord de défense mutuelle, datant de 1953. Leur présence est un gage de sécurité pour Séoul, mais aussi un irritant constant pour Pyongyang, qui considère ses troupes comme une menace directe. En plus, des exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul sont organisés chaque année, nourrissant la méfiance du Nord. Donald Trump connaît déjà bien Kim Jong-un. Lors de son premier mandat, il avait rencontré le dirigeant nord-coréen à 3 reprises. En 2019, il avait même franchi la ligne de démarcation pour poser le pied en Corée du Nord, un geste hautement symbolique, jamais réalisé auparavant par un président américain en exercice. Pourtant, malgré ces gestes spectaculaires, les négociations n'avaient pas abouti. Le principal point de blocage reste la question nucléaire. Washington et Séoul exigent une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Pyongyang, de son côté, considère son arsenal comme une garantie de survie du régime. Lors des dernières discussions, Kim Jong-un avait proposé de démanteler partiellement certains sites en échange d'une levée complète des sanctions américaines. Les États-Unis ont refusé, jugeant l'offre insuffisante. Ce désaccord a provoqué la rupture du dialogue et reste un obstacle majeur.
Aujourd'hui, la situation est encore plus compliquée. La Corée du Nord affirme ouvertement qu'elle ne renoncera jamais à son arsenal nucléaire et menace de l'utiliser en cas d'attaque. Dans ce climat, une rencontre Trump-Kim Jong-un paraît hautement improbable. Cependant, Trump mise sur son style personnel direct, imprévisible et tourné vers le spectaculaire pour tenter de relancer le dialogue. Si une telle rencontre devait avoir lieu, elle serait probablement motivée par une stratégie électorale de Trump, désireux de se présenter comme l'homme qui ose là où les autres échouent. Mais les obstacles diplomatiques et militaires demeurent immenses. Je vous laisse avec Julie pour la suite des actualités. Au-delà de la question coréenne, l'actualité internationale est marquée par une série d'événements importants, reflétant l'instabilité politique et sécuritaire mondiale. D'abord, l'ONU a décidé que les casques bleus quitteront progressivement le Liban en 2027. La FINUL, force de maintien de la paix déployée depuis 1978, avait pour mission d'éviter une reprise du conflit entre Israël et le Hezbollah. Avec plus de 10 000 soldats mobilisés, elle représentait l'un des piliers de la stabilité régionale. Son départ traduit une volonté de transférer la responsabilité à l'armée libanaise, mais suscite des interrogations sur la capacité de celle-ci à maintenir la sécurité dans un contexte politique fragile. Ensuite, la question du nucléaire iranien revient sur le devant de la scène. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont enclenché une procédure pour rétablir les sanctions internationales, estimant que Téhéran ne respecte plus ses engagements de l'accord de 2015. Depuis le retrait des États-Unis en 2018, l'Iran a repris l'enrichissement d'uranium, alimentant les soupçons sur sa volonté de se doter de l'arme nucléaire. Téhéran affirme que son programme est civil, mais la confiance est rompue, et les tensions montent à nouveau au Moyen-Orient. En Ukraine, de nouvelles frappes russes sur Kiev ont fait 23 morts et plus de 50 blessés. Le gouvernement américain a annoncé la vente de 3350 missiles supplémentaires pour soutenir la défense ukrainienne. Ces frappes ont également touché des bâtiments diplomatiques européens, accentuant la pression sur les alliés occidentaux pour renforcer leur aide. En France, l'intersyndicale a appelé à une mobilisation nationale le 18 septembre contre les mesures budgétaires du gouvernement. Le Premier ministre souhaite réaliser 44 milliards d'euros d'économies, mais les syndicats dénoncent une politique injuste qui ferait peser l'effort sur les travailleurs, les retraités et les chômeurs. Le climat social s'annonce tendu à la rentrée. Sur le plan sanitaire, 8 grandes villes françaises, dont Paris, Lyon et Lille, ont décidé de bannir temporairement le thon des cantines scolaires. Une enquête avait révélé que 100% des boîtes de thon testées contenaient du mercure, une substance dangereuse pour le système nerveux. Cette mesure symbolise la montée des préoccupations liées à l'alimentation et à la santé publique. Enfin, sur le plan numérique, 5 sites pornographiques majeurs ont mis en place des systèmes de vérification de l'âge. Il s'agit de XNX, Xvideo, Xhamster, XHaterLife et Netflix. Cette décision fait suite à une injonction de l'Arcom et vise à empêcher l'accès des mineurs à ces contenus. Mais elle soulève aussi des débats sur la protection des données personnelles et l'anonymat en ligne. Ces actualités montrent la diversité des crises auxquelles le monde fait face: conflits armés, tensions nucléaires, mouvements sociaux, santé publique et régulation numérique. Elles traduisent aussi une interdépendance croissante. Une décision prise à Washington, Paris ou Téhéran peut avoir des répercussions directes sur l'équilibre mondial. Merci Julie pour ces actus. Et merci à vous d'avoir suivi ce journal. On continue ce rendez-vous le week-end. Oui, même le samedi. Donc restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à très vite pour un nouveau point info.